elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à 2 pas du chat. Tiens, on a découpé une I am a feminist. Je vous obsède avec une constance Je ne me suis pas conduit qui appelle quand même l'admiration. d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. Des femmes artistes, activistes, inspirantes, politiques, des femmes puissantes. Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque, elle Bienvenue marque son époque. dans la Boum. poudre. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, vous écoutez l'épisode Médias et silenciation. Et donc, il y a un peu cette idée de toujours avoir des œillères, de toujours se dire, bon, certes, on peut avoir une journaliste concernée qui peut parler de ce sujet, mais on va quand même préférer prendre ce journaliste blanc, homme, qui n'a rien à voir avec la question, mais parce que c'est plus facile, on va quand même le solliciter. Vous vous rappelez de cette une du Parisien sortie pendant le confinement ? Ces 4 chercheurs, 4 hommes blancs d'un certain âge qui s'étalaient en une pour nous raconter le monde d'après. Ça m'a mis en colère, je vous l'avais déjà dit. Tout comme me mettent en colère ces plateaux de télé où des personnes blanches débattent sans fin de la réalité du racisme en France ou ces émissions de radio entièrement constituées d'hommes qui débattent sur le féminisme. Ces plateaux, ces unes et ces émissions ne sont pas une exception, ils sont la règle. Vous voulez des chiffres ? Les voilà, ils viennent de sortir, tout frais. Le CSA a publié une enquête fin juin. Le taux d'expertes dans les journaux radiophoniques et télévisés a chuté de 38% à 20% pendant le confinement. Et comme la France ne voit pas les couleurs, on n'a pas les chiffres concernant les personnes racisées, mais il suffit d'allumer son téléviseur pour l'observer. Pourtant, et c'est le credo de cette émission, les meilleures expertes seront toujours les concernées. Pour en parler, j'ai réuni 3 journalistes, Siam Asbag, Léa Lejeune et Jennifer Padjemi, pour la toute première table ronde de la poudre sur Zoom le 8 juin dernier. Quelques jours après la première grande manifestation contre les violences policières de l'été 2020, convoquée par Assa Traoré. Le débat fut passionnant et je remercie toutes celles et ceux qui étaient connectés avec nous ce jour-là. Il y en aura d'autres, c'était trop chouette. Bonsoir tout le monde, merci beaucoup de vous être connectés à ce premier webinaire de la poudre. Je suis très contente que la table ronde soit intégralement interprétée en langue des signes par Ève Caristan, que vous voyez à l'écran, et qui sera relayée chaque quart d'heure par Marine Masson. Merci beaucoup de rendre le contenu de cette rencontre accessible. Je sais que c'est très important et c'est déjà plus accessible que notamment un podcast. Je sais, on y travaille. Voilà. Alors ce soir, on va parler d'un sujet qui est en fait le sujet de la poudre, les médias. Moi, la raison pour laquelle on est ici, vous êtes ici, c'est que j'avais envie de compenser la silenciation des femmes et des personnes racisées dans les médias. En période de crise, on l'a vu, tout s'empire. On a eu pendant la crise sanitaire des plateaux entiers d'hommes commentant la crise, alors qu'on sait que c'était les femmes qui étaient principalement en première ligne. Pendant les révoltes contre le racisme qui sont en train d'avoir lieu, on voit sans cesse sur les plateaux de télé des personnes blanches débattre entre elles de la réalité du racisme, ce qui me met déjà en colère rien que d'en parler. Et j'ai rassemblé autour de moi 3 journalistes brillantes, spécialistes de ces questions, pour en discuter. Donc, je vais commencer par toutes vous saluer. Bonsoir Jennifer Padjemi. Bonsoir. Bonsoir Siam Asbag. Et bonsoir Léa Lejeune. Bonsoir. Alors voilà, je me suis fait plaisir. Normalement, je j'aime pas interviewer des journalistes, mais quand on parle de médias, il me semble que personne n'est plus à même de décrire ce qui se passe que celle qui l'observe de l'intérieur. Jennifer, comment ça va ? Merci beaucoup d'être là. Tu es pigiste, tu travailles pour plusieurs supports, notamment Slate et Les Inrocks. Tu as co-créé avec Mélodie Thomas une newsletter afroféministe qui s'appelle What's Good. Tu es fan de séries et tu as beaucoup épinglé la presse féminine pendant la période qu'on a vécue. On va en parler ensemble plus en profondeur. Léa Lejeune, tu es journaliste économique pour Challenge. Tu as cofondé avec Claire Allais l'association Prenons la Une en 2014 que tu présides et dont je suis fière d'être membre. Tu sièges également au Haut Conseil à l'égalité qui a produit beaucoup de rapports importants pendant la crise sanitaire. En 2 mots, c'est la cata. Oui, ça s'arrange pas, ça s'empire et c'est très net. Et enfin, Siam Asbag, comment vas-tu ? Merci beaucoup pour ta présence. Je suis vraiment honorée de t'avoir. Ça fait des années que je suis ton travail et tu as été vraiment déterminante
pour m'aider à déconstruire les représentations médiatiques des quartiers populaires et des violences racistes. Tu dis dans ta bio Twitter que tu es journaliste par obligation. Tu es militante antiraciste de longue date depuis 2012. Tu as commencé avec le collectif Stop le contrôle aux faciès. Alors, je voulais d'abord commencer par vous demander à chacune, en commençant par toi, Siam, comment vous vivez en tant que journaliste la période particulière qu'on vient de vivre. Et c'est une période qui est doublement particulière puisqu'on vient de voir se succéder une crise sanitaire et qu'on assiste aujourd'hui à un grand mouvement de révolte antiraciste. Est-ce que ce mot silenciation que j'ai choisi pour la table ronde te parle, Siam? Ouais, période compliquée déjà avec le confinement sur la question des violences policières. On l'a vu pas mal de vidéos émerger. Ça a été une période particulièrement violente dans les quartiers populaires contre la population. Alors à plusieurs niveaux, déjà ce qu'ils vivaient vis-à-vis de l'épidémie, mais en plus de la pression policière qui a continué. Là, on est en plein dedans. Et c'est vrai que silenciation, c'est un bon mot. Pour parler de ce qui se passe, invisibilisation aussi. Et ça fait nous des années qu'on en parle, quand on voit, encore la période le démontre, on a beaucoup plus de facilité à parler des violences policières et des crimes policiers quand ils ont lieu outre-Atlantique aux États-Unis que quand il s'agit de la France. Mais c'est vrai que grâce au collectif et aux familles de victimes, il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est une période stimulante et intéressante. Là où la parole est enfin prise par les bonnes personnes, enfin, en tout cas, un petit peu. Jennifer, ce mot silenciation, qu'est-ce qui t'inspire? Il m'inspire ce que Siam vient de dire, c'est que c'est toujours les mêmes personnes en fait qu'on voit dans les médias, et notamment quand c'est pour parler des sujets qui nous concernent. Et c'est pas normal quand on parle de racisme, on ne voit que des personnes blanches. Quand on parle de femmes, on ne voit que des hommes. Et en fait, il faut que ça cesse. Et je pense qu'en ce moment, il se passe quelque chose d'assez exceptionnel. Je sais pas si ça va durer, je sais pas si c'est parti pour une révolution, mais en tout cas, les choses vont dans le bon sens. J'ai envie d'y croire. Et toi, Léa, qu'est-ce que ça t'inspire, cette idée de silenciation? Moi, je dirais que ça va même au-delà. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une punition, à la fois par le confinement, par la manière dont le monde s'est organisé ces derniers mois. On a dû changer la manière dont on pratiquait le métier. C'est vrai que la plupart du temps, on le pratique au contact des gens, et là, on s'est retrouvés derrière nos ordinateurs un peu plus seuls. Et puis, la double punition, c'est effectivement le fait de jamais voir nos têtes, jamais voir nos visages de femmes dans les écrans, et toujours voir les mêmes personnes. Et ça, je pense que c'est un petit peu la faute des idéalistes, mais il faudra en reparler tout à l'heure. Ouais. Alors c'est pas une impression, c'est pas qu'un ressenti. J'ai juste ressorti les derniers chiffres qui ont été publiés par le Haut Conseil à l'égalité en 2019. Donc les hommes à la télévision, c'est 58%. Ce qui est intéressant, c'est que les femmes, donc c'est 42% de présence, mais c'est que 35% du temps de parole. Quand elles sont là, elles parlent moins que les hommes quand même. Les experts à la télévision sont à 83% des hommes, 70% des porte-paroles sont des hommes. Les femmes politiques ne représentent que 20% des personnes politiques sur les plateaux de télé, alors qu'elles sont quand même bientôt un peu plus de 40% à l'Assemblée nationale. Depuis 2015, le CSA mesure la présence des personnes perçues comme non blanches ou perçues comme blanches à la télévision. On est à 83% de personnes blanches. Enfin voilà, plus on cumule les critères discriminants, évidemment, plus ça s'aggrave. Alors je voulais qu'on commence par l'actualité que vous venez d'évoquer, Siam et Jennifer, ces manifestations. Siam, tu es très active, notamment sur Twitter, pour dénoncer les biais médiatiques dans le traitement. On a tout eu. On a eu Véronique Jeuneste sur CNews pour parler de racisme et de violences policières. Évidemment, elle a joué une flic à la télévision, donc son expertise est totalement légitime. Qu'est-ce qui te choque le plus dans ce traitement? Ce qui me choque le plus, ce qui revient le plus, mais c'est lié au reste, c'est la déracialisation des violences policières en France. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un homme noir est tué aux États-Unis, toute la presse va titrer, en reprenant en fait finalement les dépêches états-uniennes, un homme noir a été tué par un policier blanc. Ici, quand on parle des crimes policiers, alors déjà, quand on parle des crimes policiers, ce qui n'arrive pas tout le temps, jamais
on va évoquer la race. Et du coup, ça fait qu'après, on peut se permettre de sortir des choses du genre, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème de racisme dans la police française. Mais c'est en fait quelque chose qui est complètement invisibilisé et passé sous silence. En fait, on déracialise complètement cette question-là. C'est le fameux, cette France colorblind, en fait, finalement, qui pratique, qui est structurée par le racisme, dont les institutions sont structurées par le racisme, y compris les médias, mais qui ne le regardent jamais en face. Ça, c'est vraiment le plus choquant. Et puis cette incapacité à regarder ses propres crimes policiers, ses propres violences policières en face. Ouais. Surtout que tu as rappelé tout récemment, et ça c'est quand même extraordinaire que je l'ai découvert sur ton compte Twitter et pas en lisant Le Monde ou en écoutant France Inter comme je fais tous les jours. Voilà, il y a au moins 4 personnes, Ramatoulaye, Sofiane, Yacine, Shems, qui sont 4 personnes qui ont été victimes de violences policières pendant le confinement, dont les familles se sont constituées partie civile pour porter plainte contre l'État. Et ça, personne n'en parle. Ce sont des histoires qui sont complètement visibilisées. Ouais, on en parle très peu. Alors on a beaucoup parlé. En fait, c'était flagrant en France pendant la période des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de des violences policières pendant les Gilets jaunes. Et encore récemment, hier, je regardais BFM TV, par exemple, et j'entends ce journaliste, ce chef de service adjoint au service politique donc de BFM TV, qui dit Castaner va prendre la parole parce que la mort de George Floyd a relancé le débat sur les violences policières qui existe en France depuis les Gilets jaunes. Ça ajoute de la violence à la violence finalement, parce que c'est comme si l'histoire des violences policières commençait avec des blancs, avec des mouvements sociaux qui sont victimes de violences policières, alors que ça fait littéralement des décennies, mais vraiment des décennies, que les habitants des quartiers populaires, que les habitants des anciennes colonies départementalisées, et que de manière beaucoup plus générale, les non-blancs parlent de cette question. Donc l'invisibilisation, c'est vrai que c'est un terme qui recouvre la réalité, mais qui doit pas effacer qu'en fait c'est une véritable violence qui s'ajoute à la violence. Ouais. C'est vrai qu'on pourrait faire remonter, c'est extraordinaire cette phrase parce que, Malik Oussekine, qui est quand même une des toutes premières, c'est 82, je crois, ou 86, Malik Oussekine, ouais. C'est complètement absurde de faire dater les violences policières de l'hiver dernier, quoi. Alors, à ton avis, tu parles de cet universalisme français qu'on connaît par cœur. Hein. Voilà, en France, on voit pas les couleurs. En France, il y a absolument aucun quota raciaux. Il est absolument impossible de démontrer les discriminations que subissent les personnes racisées parce qu'on les compte pas. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un énorme problème de blanchité qui est en cause? Et j'emploie ce mot. Je sais qu'il est perçu comme provoquant pour certaines personnes, mais je pense que sans ce mot-là, on peut pas comprendre ce qui se passe. Oui, bien sûr. Ouais, blanchité partout dans toutes les institutions, mais en fait c'est racisme structurel. Il faut bien comprendre ce dont on parle quand on parle de la France. On parle d'un pays dont l'histoire coloniale est encore extrêmement récente et dont les institutions se structurent en fait finalement autour de ce continuum colonial et esclavagiste. Et donc forcément, ça a des impacts dans la manière dont les institutions gèrent des populations au quotidien. Donc bien sûr qu'il y a un problème. C'est lié. Ce dont on parle, c'est du champ, quand on parle des médias, c'est la blanchité des médias. Et quand on parle de l'ordre policier, c'est la manière dont le pouvoir blanc utilise les forces de l'ordre finalement pour maintenir l'ordre social et racial, puisque c'est à ça que sert la police. On peut pas juste parler des violences policières comme ça en faisant croire que ce sont des dysfonctionnements ou des comportements individuels déviants. Il faut bien savoir à quoi sert la police. Et la police, sa fonction première, c'est ça, c'est de maintenir l'ordre social et racial, c'est de maintenir l'ordre établi. Et forcément, quand on veut maintenir les intérêts des dominants, on s'attaque aux dominés. Voilà. Et donc, bien sûr qu'il est question de blanchité, et bien sûr, du coup, que ça se révèle même dans la manière dont les médias abordent ou n'abordent pas, du coup, plutôt ces questions-là. Et c'est pour ça, juste dernière chose, que pour moi, c'est pas. En fait, il faut qu'on aille plus loin que la question de la diversité, de ce qu'on appelle la diversité ou de la comptabilité des femmes et des non-blancs sur les plateaux télé. Puisque, par exemple, moi, je veux bien qu'il y ait plus de femmes sur les plateaux télé, et c'est très bien, et effectivement, c'est un combat nécessaire. Mais d'un point de vue de militante antiraciste, j'ai envie de dire, mais c'est pour dire quoi? Si c'est pour ramener des Véronique Jeunesse sur les plateaux, si on a 100% de femmes comme Véronique Jeunesse, la problématique reste la même. De la même manière que les non-blancs qui sont invités sur les plateaux télé ou dans les médias de manière générale, très généralement, c'est pour servir la soupe
aux intérêts dominants. Très souvent, c'est pour ressortir finalement l'idéologie dominante. Donc, il y a une question de représentation finalement, de représentativité de la population, des non-blancs et des femmes qui interviennent sur les plateaux télé, mais il y a surtout la question de l'idéologie derrière, de l'idéologie qu'on veut mettre en avant. De quoi est-ce qu'on parle quand on est sur les plateaux télé? Donc, il y a la question de qui produit l'information, qui donne l'information, mais aussi la question fondamentale de qu'est-ce qui est dit. Quel monde, finalement, quelle vision de la société on donne à travers nos productions. Ouais, et puis quels mots sont employés aussi, hein, quand les gens bondissent dès qu'on parle de race, enfin voilà, Rokhaya Diallo, dès qu'elle ouvre la bouche, dans la minute qui suit, il y a 800 000 tweets qui l'insultent parce qu'elle a osé dire race, discrimination de race. Enfin, il y a aussi toute une censure sur les mots, sur les théories qui sont employées, qui revient à ce que tu décris très bien, Siam, c'est-à-dire qu'il y a le fond compte tout autant que la forme. Alors, je pense qu'on est entre personnes bienveillantes et que ton discours ne choque personne parmi les 244 personnes qui sont connectées avec nous. Mais voilà, ça peut paraître choquant. Tu parles de néocolonialisme, tu parles de maintien de l'ordre. J'aurais quand même qu'on revoie la une, je sais plus si c'est Paris-Normandie d'ailleurs, ou je sais plus quel quotidien de PQR, du tout début de la crise du coronavirus. Gaïa, si tu veux bien montrer cette une, où on a parlé, dès les premières minutes du coronavirus, d'alerte jaune. Enfin, c'est quand même extraordinaire. On a un virus qui vient de Chine. Voilà, c'était le courrier de Picard. Je suis vraiment désolée pour les habitants de la Picardie. On parle d'alerte jaune. On est dans le péril jaune. On est dans une idéologie qui est complètement raciste, qui est complètement coloniale. Et ça, c'est la une d'un journal en 2020. Donc non, on n'hallucine pas quand on dit ça. Non, on n'exagère pas quand on dit ça. Et sur ce 2 poids 2 mesures aussi que tu décrivais, on a vu dans la presse des photos des Parisiens du canal Saint-Martin ne pouvant résister à l'appel du soleil. Et puis à côté de ça, dans les quartiers populaires, c'était des populations indisciplinées. Enfin, cet emploi de vocabulaire vraiment différent en fonction de la population qui est désignée est vraiment complètement flagrant quand on regarde un petit peu ça à la loupe. Alors je me suis posé cette question. Et je vais me tourner vers toi, Jennifer, pour que tu puisses prendre la parole. Peut-être que c'est un petit peu délirant de ma part, mais je me demande, cette crise du Covid qui a tellement fait sauter aux yeux les questions de racisme, notamment par le fait que les populations non blanches ont été plus touchées par le virus lui-même. Alors ça, on le sait aux États-Unis et en Angleterre, mais évidemment pas en France, puisqu'en France, on ne voit pas les couleurs. Je me demande s'il n'y a pas un lien de cause à effet entre l'exacerbation du racisme pendant la crise du Covid et les révoltes qui ont lieu aujourd'hui. Est-ce que ça te paraît farfelu de dire ça, Jennifer? Oui, complètement. Enfin, c'est une continuité entre ce qu'on a vu au début du confinement, où on a quand même eu, rappelez-vous, des journaux intimes de confinement dans des maisons de 400 mètres carrés, de personnes dont on se fiche complètement, et qui avaient une vie en fait qui était totalement éloignée de ce que le Français lambda pouvait vivre, donc notamment des personnes qui étaient en télétravail, qui continuaient de travailler, et de l'autre côté des personnes qui allaient au front tous les jours travailler, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans les supermarchés, que ce soit pour les livraisons. Et donc, on a quand même commencé le confinement de cette manière avec un déséquilibre total entre des personnes qui pensaient que c'était une retraite spirituelle, pendant que des personnes mouraient. Enfin, disons-le, c'est quand même une pandémie mondiale, une crise sanitaire où des gens sont morts. Et donc, à partir de là, on a commencé à voir en fait le creux de la population entre les personnes plus privilégiées et les autres. Et donc, ce qui se passe en ce moment, c'est juste la continuité de tout ça, où clairement, il y a une manière de dire on en a marre en fait de ne pas se voir représenter, et je rejoins Siam sur ce point. C'est pas une question de juste se voir à l'écran, de voir quelqu'un qui nous ressemble, c'est de savoir si la personne vit la même chose que nous. Si la personne, en fait, vit dans des appartements qui ne font pas 100 mètres carrés, si la personne va au travail tous les jours, si la personne a un salaire moyen. C'est ça, en fait, la question de représentation, c'est qui vit notre vie, qui peut la représenter dans les médias. Et donc, je pense que ce qui se passe en ce moment avec les révoltes, avec les manifestations, avec un nombre quand même très important de personnes qu'on n'avait jamais vues auparavant, c'est une manière, en fait, de dire stop à tout ça, stop à cette blanchité, en fait, qu'on voit sans cesse dans les médias. Et comme tu disais, Siam, il y a aussi ce truc ce décalage, en fait, entre féminisme et antiracisme.
C'est-à-dire que quand on a mis des années quand même à parler de féminisme, maintenant le féminisme est rentré dans la conversation médiatique, c'est quelque chose de plutôt accepté, même si on a vu encore des dérapages constants dans la presse. On va en parler tout à l'heure. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on parle de féminisme et quand on parle du manque de femmes, tout de suite, c'est plus accepté. Quand on parle du fait qu'il manque des personnes racisées à la télé, dans les médias, alors là, on crie au racisme anti-blanc. Et c'est ça, en fait, le vrai problème, c'est que on parle, en fait, d'un racisme qui est systémique et qui se répond entre lui. Et les institutions, en fait, se répondent entre elles. Donc, l'intérêt de savoir est-ce que la police tue et pourquoi la police tue, il faut que les médias puissent le dire de manière claire et nette. Sauf que si ces médias-là sont représentés par des personnes qui n'y voient pas leur intérêt et qui pensent que c'est faux, on ne pourra jamais rétablir cette vérité. Et donc, c'est vraiment un système en fait global entre les institutions de l'État, les médias qui se répondent entre eux. Et s'il n'y a pas cette communication qui arrive à un consensus pour dire ce qu'on représente au quotidien, ce qu'on dit de l'actualité a un impact sur la manière dont les gens vont recevoir l'information, ça ne changera jamais. Et donc, c'est en ça qu'il faut parler de diversité, même si le mot est galvaudé, même s'il faut trouver un autre terme. Mais en tout cas, il faut vraiment que les médias changent de l'intérieur. Il faut qu'on ait plus de personnes concernées par les questions de société et parce que les gens vivent au quotidien, puissent être dans un média pour dire, écoute, on ne va pas faire un journal de confinement parce que c'est pas ce que la moyenne des Français vivent. Écoute, on ne va pas dire que la police ne tue pas ou que la police n'est pas raciste parce que je le sais. Je viens de banlieue et je sais que c'est pas ce que j'ai vécu. Et en fait, c'est comme ça qu'on pourra trouver quelque chose de plus normalisé, en tout cas dans la manière dont on parle de ce qui ne va pas et de ce qui fâche et de ce que les Français ne veulent pas voir. C'est qu'il y a un racisme d'État. Ouais. Et tu pointes quelque chose vers lequel j'avais envie qu'on aille, c'est-à-dire qu'il y a évidemment les personnes qu'on voit, qu'on interviewe, qu'on entend dans les médias, mais aussi les personnes qui font les médias. Et dans la conférence de rédaction, si à un moment donné on décide que c'est une bonne idée de faire raconter son confinement dans sa maison de campagne à Marie-Darrieussecq, c'est qu'il y a autour de la table que des personnes qui ont une maison de campagne en Vendée et qui trouvent ça évidemment très intéressant et très naturel. Toi, en tant que journaliste, toi, tu es femme, tu es une femme racisée, tu es pigiste. Statistiquement, tu es la journaliste la plus précaire possible. Enfin, quand on regarde les chiffres, évidemment, les femmes sont plus précaires et d'autant plus les femmes racisées. Est-ce que tu as l'impression que ton rôle, qu'on fait plus appel à toi, qu'on se rend compte que tu as un rôle important à jouer? Est-ce que pendant le confinement, pendant cette crise, en tant que journaliste, tu sens que tu as une responsabilité Alors déjà, juste pour rectifier, je ne suis pas une femme racisée, je suis une femme noire. Et c'est important de vraiment faire la distinction parce que il faut savoir quand même que quand on est une personne noire et une femme noire, on a quand même un poids beaucoup plus important aussi dans la société en termes d'impact racial parce que ma race se voit, elle est visible. Donc je précise vraiment sur le fait que je suis une femme noire. Après, par rapport au changement que j'ai pu voir ou pas pendant le confinement, alors il faut savoir qu'il y a pas mal de médias qui ont gelé leur budget pige et que plein de pigistes se sont retrouvés sans travail du jour au lendemain. Donc, il y a eu le chômage partiel qui a fait que certaines personnes ont pu rectifier un peu leur manque à gagner en termes de salaire. Mais la crise a touché tous les secteurs et notamment la presse. Donc, non, on ne m'a pas plus appelé que ça. Après, je pense aussi faire partie des plus privilégiés, donc je vais pas commencer à m'inventer une vie qui n'existe pas. Je peux avoir du travail et j'ai réussi à avoir du travail à un moment donné du confinement. Mais il se trouve que les médias, de manière générale, ont un problème, c'est qu'en fait, ils s'intéressent à nous que quand ils ont besoin de nous. Alors que normalement, ça devrait être quotidien, ça devrait être constant. On n'est pas là pour parler de ce qui ne va pas que depuis 2 semaines. Enfin, je veux dire, j'ai pas commencé à parler d'antiracisme, de féminisme, de tout ce que vous voulez depuis 2 semaines. Ça a toujours été mon travail. Mais le problème, c'est que les médias, en fait, s'intéressent un peu par bribes. Donc, quand il se passe quelque chose aux États-Unis, qui est-ce qu'on peut appeler qui parle de ça ici? Ben non, en fait, si vous les aviez dans vos rédactions, si vous les aviez dans vos réseaux de pigistes, vous n'auriez pas besoin de chercher une personne
à la dernière minute parce que vous les avez autour de vous. Donc déjà, il y a ça. Et puis de deux, finalement, il y a plein de médias qui ne veulent quand même pas voir ce qui se passe en France, donc ils préféreront toujours parler de ce qui se passe aux États-Unis, de ce qui se passe dans d'autres pays. Et donc, il y a un peu cette idée de toujours avoir des œillères, de toujours se dire, bon, certes, on peut avoir une journaliste concernée qui peut parler de ce sujet, mais on va quand même préférer prendre ce journaliste blanc, homme, qui n'a rien à voir avec la question, mais parce que c'est plus facile, on va quand même le solliciter. Donc, vraiment, enfin, je vais pas mentir sur ça. Clairement, les médias ont un problème et ça va pas changer de sitôt. Enfin, ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, où des rédacteurs en chef sont en train d'être virés parce que des faits racistes, des faits discriminants sont en train de sortir, ça ne va pas arriver de sitôt en France, parce que la France en fait ne voit pas où est le problème. Donc déjà, avant de trouver des solutions, il faut déjà constater qu'il y a un problème. Donc les femmes noires, les personnes racisées qui sont journalistes n'ont pas été plus sollicitées qu'auparavant. Il y a quand même eu un shift pendant le confinement où il a fallu dénoncer le manque de couverture des personnes qui charbonnaient tous les jours, des personnes qui habitent dans des quartiers, des personnes qui habitent dans des familles nombreuses, dans des petits appartements, pour que certains médias se disent peut-être qu'on peut couvrir ces sujets. Non. Il faut pas attendre, en fait, à chaque fois qu'on s'énerve, que le public réagisse pour que les médias changent. Il faut que l'impulsion vienne du média en lui-même pour représenter la société dans son ensemble. Et la société dans son ensemble n'est pas CSP+, n'est pas forcément blanche et n'habite pas dans des quartiers riches. Et ça, il faut vraiment se le mettre en tête pour pouvoir changer les choses. Ce que tu pointes du doigt aussi en filigrane, et je voulais me tourner vers Léa parce que c'est une question que tu connais bien, Léa, cette idée que finalement quand on est concerné, on serait moins objectif et on tombe sur cette espèce de fameux mythe de la neutralité journalistique où voilà, on va faire traiter le sujet par un homme blanc parce que comme il n'est pas concerné, il sera plus neutre, plus objectif, etc. Alors que son point de vue n'est pas plus neutre puisque c'est le point de vue de la blanchité justement. Qu'est-ce que tu en penses, Léa, si on rapporte aux questions féministes qui sont plus ton domaine de cette idée-là de... En fait, les deux se produisent. D'un côté, on peut décider que c'est un homme qui est plus objectif et qui va pouvoir traiter de nos sujets. C'est comme ça que, par exemple, CNews nous a fait un superbe plateau avec Éric Zemmour, invité pour parler de féminisme pendant le confinement. Et à d'autres moments, on va considérer que parce qu'on est femme, par essence, on sait beaucoup mieux traiter tous les sujets de société, tous les sujets beauté, tous les sujets comme ça. Je pense qu'il faut couper court à tout ça et se dire que tout ça, c'est des stéréotypes, c'est des cases et qu'il faut regarder les CV des gens, les articles que les journalistes ont déjà écrits, leurs compétences et qu'il faut les juger à partir de ça. Ce que je trouve je voulais rebondir sur ce qu'a dit Jennifer sur le féminisme qui est peut-être un petit peu en avance. Alors, je suis d'accord avec elle sur le fait que c'est un petit peu en avance. Par contre, c'est pas encore acquis. Oui, on peut parler et dénoncer le sexisme dans les médias aujourd'hui. On a l'amplitude pour le faire et on n'est plus stigmatisé pour le faire, ce qui n'était pas le cas il y a 5 ou 6 ans. Mais par contre, on l'a vu là, en période de crise, les vieux réflexes, les vieux systèmes reviennent au galop. Mais par contre, de l'autre côté, effectivement, voilà, on a cette chance-là que n'ont pas les journalistes racisés. Je pense que l'une des choses, c'est ce que vous dites depuis le début en fait, c'est que il n'y a pas de statistiques ethniques en France. Donc, il n'y a pas d'outils pour les journalistes militants qui ont envie de se saisir de cette question-là et de le prouver sous un mode en disant « mais en fait, ce que je dis est objectif ». Je dis ça parce que à Prenons la Une, on a décidé en 2014 d'attaquer le sujet par les chiffres. On se basait sur une étude qui est le Global Media Monitoring Project, qui est une étude tous les 5 ans qui mesure la part de femmes dans tous les médias. Le dernier date de 2015 et à ce moment-là, il y avait 24% de femmes dans les nouvelles et 17% de femmes expertes. On n'est pas très loin des chiffres que tu as cités tout à l'heure, Lorraine. Mais voilà, c'était comme ça à cette époque-là et c'était d'autant plus mauvais ce jour-là que le jour précis où cette étude a été réalisée, il y a eu un accident d'avion. Et qu'est-ce qu'il y a pendant un accident d'avion ? On n'appelle que des experts hommes, des experts aéronautiques, des experts de l'industrie, ces mêmes personnes pour venir expliquer ce sujet-là. Bon.
Nous, on a utilisé ces outils-là en 2014, sauf que il n'y a pas de statistiques ethniques en France. Donc, on ne peut pas utiliser de statistiques comme ça. Il existe bel et bien celles du CSA que tu citais tout à l'heure, qui existent depuis pas très longtemps et qui n'ont pas de point de vue intersectionnel. Dans les statistiques du CSA, il y a d'un côté les femmes, de l'autre les personnes blanches et non blanches. Il n'y a jamais de mix entre les deux. Donc, c'est difficile de vouloir objectiver les choses. Et le dernier point, c'est les formations dans les écoles de journalisme et les jeunes journalistes racisés qui débarquent sur le marché du travail. Nous, on a pu profiter de la féminisation de la profession pour arriver un petit peu plus en nombre dans les rédactions et pour se faire un petit peu plus entendre. Aujourd'hui, comme le disait Jennifer tout à l'heure, les journalistes racisés sont encore quelques exemples par-ci, par-là, et souvent c'est ceux qu'on met devant l'écran, comme les femmes il y a 10 ans, en fait, ou peut-être pas il y a 10 ans, mais peut-être il y a 20 ans, 25 ans, les femmes journalistes, on les mettait à l'écran parce que comme ça se voyait, tiens, on a mis une femme journaliste en avant. Mais par contre, pour que les sujets bougent, pour que dans les conférences de rédaction, le rapport de pouvoir s'inverse et que l'égalité se fasse, il faut changer les journalistes à tous les postes et il faut que les journalistes rédacteurs qui sont pas forcément connus ni célèbres aient changé. Il faut que le management intermédiaire change. Il faut que tout ça bouge et ça c'est un long travail. Et puis comme pour les femmes en fait c'est le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que si on met des femmes en avant, du coup les jeunes aspirantes journalistes peuvent se dire ok ce métier est fait pour moi. Si on n'en met pas, elles ont du mal à se représenter et c'est la même chose je pense pour les personnes racisées et c'est pour ça qu'aux États généraux de Prenons la Une, toutes les personnes qui avaient participé à l'atelier racisme avaient dit il faudrait que on aille dans les écoles de journalisme pour parler et pour raconter notre vécu et pour donner envie et je pense qu'il faut qu'on fasse ça pour suppléer à ces statistiques et à ces manières d'objectiver qu'on ne peut pas saisir pour l'instant, quoi, et qui font passer tous les arguments très rationnels que vous dites, mesdames, pour du ressenti. Ouais, c'est ça. Je voudrais qu'on voit cette une magnifique que le Parisien nous a pondue en plein milieu du confinement. À ce moment, on était toutes et tous en train de se demander à quoi allait ressembler le monde d'après. Le Parisien s'est posé la même question et on a eu comme résultat, Gaïa, si tu veux bien balancer la une. Nous on a 4 vieux penseurs blancs en costume, cheveux grisonnants, enfin tout est là, qui nous racontent le monde d'après. Ils ont vraiment des bonnes têtes de monde d'après, je trouve. J'ai tout mon respect pour ces messieurs, mais beaucoup moins pour la rédaction du Parisien qui ne voit pas le problème quand il met en kiosque le dimanche cette une-là. Alors nous, Léa, on connaît très bien tous les mécanismes qui font qu'on aboutit à cette une-là parce qu'on en parle souvent dans les réunions Prenons la Une, c'est le sujet de base de notre association. Mais est-ce que tu veux bien essayer de décrypter comment on en arrive là? Qu'est-ce qui explique, quels sont les mécanismes qui font qu'on peut se retrouver avec une comme ça? C'est l'expert idéal en fait. C'est la personne que les journalistes ont l'habitude d'appeler, dont on sait que cette personne-là va avoir un discours tout prêt, avec parfois une idée disruptive, mais en tout cas, tout est bien cadré, tout est bien prévu, qui va être disponible au moment où on veut et qui va pas nous surprendre en fait, dont on peut savoir, tiens, cet homme-là qu'on met en haut à gauche, il va avoir cet avis-là, celui-là, il va avoir cet avis-là, et puis ça va faire un pêle-mêle où plein d'avis vont se mélanger. Et en fait, c'est ce que nous on dit tout le temps, il faut arrêter ce mythe du bon client, il faut faire l'effort en tant que journaliste d'ouvrir notre carnet de contacts, d'aller chercher des expertes femmes, d'aller chercher des experts racisés, d'aller chercher des experts des catégories populaires qui vont avoir des idées différentes. Certes, c'est plus difficile de prévoir et de savoir exactement ce que ces personnes-là vont dire. C'est l'avantage de la mixité des opinions. En fait, on peut moins prévoir quand les gens pensent différemment. Mais en tout cas, ça a un avantage. Et sur la crise du coronavirus, ce truc-là, je pense qu'il s'est produit d'autant plus parce que les femmes qui ont récupéré en fait la charge mentale et la charge du foyer à cause du confinement n'étaient plus disponibles pour aller sur les plateaux télé, à droite, à gauche, etc. Et c'est vrai que les journalistes ont besoin de quelqu'un qui soit disponible tout de suite, qui a envie tout de suite. Et on est passé à côté de ça. Et tu le disais toi-même dans une intervention récemment, même les publications de recherche des chercheuses universitaires ont baissé pendant cette crise-là. Et ça, on en pâtit, ça se voit. Mais je veux juste dire un petit truc positif, c'est que quand cette une du Parisien est sortie, les réseaux sociaux ont fait des détournements partout, des détournements féministes, des détournements féministes intersectionnels, des détournements avec des personnes racisées. Et j'ai trouvé que ça montrait bien ce que la société attendait de ce monde d'après, beaucoup plus que cette une.
En tout cas, ce qu'on voit aussi, c'est que cette idée, voilà, enfin, je voulais qu'on vienne de cette idée de neutralité journalistique. Voilà, un journaliste n'est pas neutre. Un journaliste va déjà prendre son portable et appeler les personnes qu'il a dans son portable. Et c'est déjà un point de vue extrêmement situé. Siam, je sais que c'est une notion que tu manies beaucoup. Est-ce qu'il faut abandonner l'idée de neutralité journalistique? Oui, bah oui, bien sûr. C'est toujours une notion qui me fait super rire parce que la neutralité n'existe pas. En fait, ce n'est pas possible. Chacun vient avec son histoire, avec sa formation, avec son milieu social, avec son expérience, etc. Et c'est pas possible d'être neutre. Et c'est vrai qu'on nous dit beaucoup, vous êtes des journalistes militants. Moi, il n'y a pas de problème. Bien sûr que je suis une journaliste militante. Mais mon point de vue, c'est que tout le monde est un journaliste militant. La question, c'est que si moi, je milite contre l'ordre raciste, la question qu'il faut se poser, c'est pour quel ordre militent les journalistes qui ne se prétendent pas militants? C'est ça la question qui est sous-entendue, en fait, qui est sous-jacente. C'est simple, en fait. Il n'y a pas de position de neutralité face à des situations d'injustice, notamment. Il n'y a pas de position de neutralité face à des désordres mondiaux, à des désordres sociétaux, etc. Ce n'est pas possible. Donc, si certains sont accusés de militer finalement contre l'injustice, contre les inégalités, la question que doivent se poser les autres, c'est pourquoi est-ce qu'ils militent? Et en réalité, la réponse, c'est que très souvent, ils militent pour la préservation de l'ordre établi. On peut pas être au milieu. Ce n'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. C'est que même le silence, finalement, même c'est cette tentative d'entre-deux, c'est déjà une prise de parti. C'est déjà un positionnement. Et c'est souvent un positionnement qui, de fait, se fait contre les minorités. Quand tu ne dis pas la réalité des choses, quand tu ne politises pas la réalité, en fait, quand tu ne politises pas comme il le faut les expériences vécues par les populations non blanches, bah, finalement, tu les politises au profit de l'ordre établi, de l'ordre social, de l'ordre racial. C'est ça qui se passe. Donc, ouais, il faut assumer son militantisme, finalement. Ouais, puis il y a une dépolitisation qui touche aussi, enfin voilà, qui va concerner plus facilement les hommes blancs. Enfin, c'est quand même extraordinaire que, par exemple, Rokhaya Diallo, alors déjà quand on dit qu'elle est journaliste, c'est déjà un grand pas franchi. Normalement, on dit juste militante. Donc elle est journaliste militante. Mais quelqu'un comme Éric Zemmour, par exemple, on dit qu'il est chroniqueur ou penseur ou expert, alors qu'on sait exactement ce qu'il défend. Lui, pour le coup, il s'en cache pas. C'est extraordinaire, en fait. C'est-à-dire qu'arriver avec un visage qui n'est pas celui d'un homme blanc à la télévision ou dans les médias, c'est déjà, en fait, défendre quelque chose ou défendre un bord, quoi. Oui, à ceci près que vraiment, ça me semble hyper important de préciser que ce n'est pas toujours dû au genre ou à la race. C'est beaucoup dû aussi à la vision du monde qui est portée, à l'idéologie qui est portée. Il peut y avoir des hommes blancs qui vont être accusés de militantisme. Mais c'est très souvent des hommes blancs qui sont dans notre camp, finalement, qui défendent une vision du monde beaucoup plus juste, une vision du monde qui est contre l'ordre établi, finalement. Donc, c'est pas, ça joue déjà d'office la question de la race, la question du genre, etc. C'est pas suffisant pour analyser la manière dont le champ médiatique est structuré et la manière dont il fonctionne. Ça fonctionne aussi beaucoup sur ce qui est dit, sur la vision du monde qui est portée. Et si Éric Zemmour, par exemple, est beaucoup plus sollicité et loué, et si on reconnaît beaucoup plus c'est finalement son positionnement et sa neutralité qu'une Rokhaya Diallo, c'est aussi pour ce qu'il dit, c'est aussi parce que ce qu'il dit va dans le sens des intérêts dominants. Ouais. Il y a quelqu'un, je voulais pas prendre les questions tout de suite, mais je vois quelqu'un qui me demande, qui parle de politiquement correct. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est que dès qu'on porte un discours antiraciste ou féministe, on est dans le politiquement correct. Quels outils en fait on a pour lutter contre cette accusation de politiquement correct? Bon, ça c'est des techniques de disqualification classiques qui sont utilisées pour marginaliser des discours. En fait, les outils qu'on a, c'est de venir avec nos expertises en fait, qui sont souvent complètes et mieux nourries que les rumeurs et les on-dit sur lesquels se fondent nos opposants. Et puis c'est surtout de ne pas. En fait, il y a une tendance aussi qui est à la politique de respectabilité finalement ou à la démonstration. C'est-à-dire qu'on voudrait, quand on nous accuse de militantisme, dire bon, on n'est pas militant, non, on veut l'assurer, on veut apporter les preuves que non, ce qu'on fait, nous, c'est du journalisme. Parfois, voilà, on dit neutre, objectif, non. Ben non, c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que c'est pas possible d'être neutre. La réalité, c'est que tout le monde milite. Même quand tu veux pas militer, tu milites. En fait, si tu veux pas militer, c'est que tu milites pour l'ordre établi. C'est aussi simple que ça. Et en fait, du coup, c'est de renvoyer aussi aux accusateurs leurs accusations.
c'est aussi un des outils. Et puis surtout ne pas se focaliser sur ça. On a tellement plus et mieux à traiter. C'est aller au fond des choses. Mais cette observation des médias, enfin, en t'écoutant parler, ce qui me semble flagrant, puis je crois que c'est quelque chose qu'on a aussi un peu en commun toutes les quatre, c'est-à-dire que l'observation des médias et de cette dépolitisation des réalités et des discours, c'est aussi quelque chose qui donne envie de militer. Enfin, moi, ma colère, elle est venue de ça. Je sais que dans ton expérience, Siam, quand tu as vu le traitement des révoltes en banlieue en 2005, tu as commencé à te dire qu'il y avait vraiment un souci. Je crois que Léa, c'est pareil pour toi en observant l'absence des femmes dans les médias. Et je me tourne vers toi, Jennifer, parce que toi, tu as eu un cheval de bataille pendant le confinement et qui était, moi, je souris parce que c'est l'endroit d'où je viens et je connais très bien cette presse, qui était donc la presse féminine. Je pense qu'on pourrait juste mettre, Gaïa, si tu veux bien nous mettre la dernière une de Elle. Donc voilà, on est quand même on sort d'une pandémie mondiale, on est en plein de bouleversements sociétaux, raciaux, et le Elle nous invite à déconfiner nos kilos. C'est tellement important. Un programme sain pour chaque profil. Retrouvez votre corps. Vous avez survécu au coronavirus, vous avez échappé aux violences policières. Chouette, vous allez pouvoir faire un peu d'abdos fessiers et manger des carottes râpées. Est-ce qu'on peut être plus à côté de la plaque que le magazine Elle aujourd'hui? C'est une question évidemment rhétorique que je te pose, Jennifer. Vous avez la réponse, non. On ne peut pas être plus à côté de la plaque. Enfin, là, c'est limite la définition d'être hors sol, d'être complètement sur une autre planète. Enfin, c'est comme si, en fait, on n'avait pas vécu du tout la même chose pendant ces 2 mois passés et que, en fait, ces personnes-là avaient passé leur temps dans des maisons de vacances, à la campagne, à manger je ne sais quoi. Et du coup, le premier truc à faire en sortant, c'est de devoir perdre des kilos pendant que des gens sont morts. Moi, ça m'a vraiment choquée parce que je me suis dit, OK, on a quand même vécu quelque chose d'assez exceptionnel dans le monde, où on a vécu la même chose que quelqu'un qui était à New York, que quelqu'un qui était au Brésil, que quelqu'un qui était dans n'importe quel pays. Et c'est quand même quelque chose, c'est unique, en fait. C'est la première fois qu'on vit ça dans notre époque. Et je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'on peut sortir de tout ça? Qu'est-ce qu'on a appris de tout ça? Qu'est-ce qui va changer, en fait, à partir de tout ça? Et là, on commence doucement à revenir vers une vie plus ou moins normale, en tout cas ce qu'on peut appeler de normalité avec masque et distanciation sociale. Et là, le Elle nous pond quand même une couverture à la suite de tout ça avec « il faut déconfiner ces kilos ». Et là, ça montre vraiment, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est comment, en fait, on peut être dans une rédaction où il n'y a personne, en fait, qui a connu quelqu'un qui, je sais pas, était soit infirmière, qui était soignant, qui était caissier, qui était livreur. Ça veut dire que dans une rédaction, personne ne connaissait d'autres personnes qui étaient au front et donc qui étaient dans des positions inférieures par rapport au reste de la société. Et donc, à partir de là, en fait, on peut pondre ce type de une parce qu'on est complètement déconnecté de la réalité, parce qu'on ne vit pas cette vie-là et que le seul truc qui nous intéresse, en fait, c'est les prochaines vacances d'été qu'on va passer. Et donc, ça montre encore cette notion de privilège et de disparité sociale au sein même d'une rédaction. Et donc, encore une fois, en fait, c'est comme ça qu'on va arriver à un consensus et à quelque chose de plus positif. C'est quand on aura des gens qui viennent de milieux sociaux différents. Et encore une fois, il faut dépasser la question de la race et du genre. Là, on vous parle de vécu. Et le vécu, c'est quoi? C'est où tu as grandi, quelle formation tu as fait, qui sont tes amis et en fait, quel est ton entourage pour que tu puisses prendre conscience de ce qui se passe autour de toi. Et donc, clairement, je pense que les magazines féminins nous ont prouvé pendant le confinement et post-confinement, on est aussi en train de le voir là, avec ce qui se passe sur les violences policières. En fait, c'est comment ces magazines nous ont fait croire qu'ils avaient changé, comment ils nous ont fait croire en fait que les affaires de régime et de pression sociale et d'injonction étaient terminées, mais qui en fait détournent l'attention pour refaire exactement la même chose qu'il y a 20 ans. Et donc, en fait, rien n'a changé. Comment, aujourd'hui, on peut aller sur un magazine féminin en une d'un site Internet pendant qu'il y a des millions de personnes, en fait, qui essayent d'être plus vocales sur les questions de racisme, qui essayent de dénoncer un système oppressif, qui essayent de dénoncer des violences policières constantes, qui soutiennent des combats qui sont hyper importants.
mais on va quand même voir une pub Chanel en une. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Ça veut dire que ce sont des personnes qui disent « vous, votre combat, on s'en fiche ». Et c'est là que la violence se joue. C'est qu'en fait, on est constamment, déjà que c'est dur quand on est une personne concernée qui voit ça partout, à la télé, dans les médias, sur les réseaux sociaux, mais en plus de ça, des personnes qui pourraient faire la différence, qui pourraient apporter leur pierre à l'édifice, en fait, nous disent « fuck ». En fait, on n'a pas envie de ça. On se fiche de ce que vous vivez, on se fiche de ce que vous dénoncez. Nous, on va continuer notre petite vie de bourgeois, disons-le. Je pense qu'il y a aussi un aveuglement. Enfin, moi, la rédaction de Elle, je la connais. Hein, j'y ai passé 10 ans. C'est quand même un magazine qui est fait à 100% par des femmes bourgeoises et puis qui sont aujourd'hui assez vieilles, enfin, qui sont vraiment. Enfin, comment on n'a pas pu voir. Par exemple, pendant tout le confinement, il y a eu des alertes à la grossophobie en permanence sur Instagram, genre arrêtez avec les discours grossophobes, être gros n'est pas un déshonneur, arrêtez de dire on va devenir gros. Et 2 mois plus tard, elles nous font cette une. Je me dis mais c'est qu'elles ont tout simplement pas vu en fait, c'est qu'elles sont complètement dans un autre monde, dans un espèce de réalité parallèle comme tu décris Jennifer, où les souffrances réelles des gens n'arrivent même pas jusqu'à leurs oreilles. En fait. Moi, j'arrive même pas à être choquée quand je vois ces unes ou quand je vois les tutos du DA de Givenchy pour se maquiller avec un masque. Parce qu'en fait, cette presse fait la même chose depuis toujours. C'est-à-dire qu'il y a une incapacité totale à changer. Et je voudrais rebondir sur la pub Chanel dont tu parles parce que c'est un problème, et il faut que je sois transparente dessus, auquel je suis confrontée moi avec mon média, avec la poudre, de dépendance aux annonceurs. C'est-à-dire que c'est absolument impossible de dire à Chanel dégagez avec votre pub de merde, avec vos mannequins anorexiques, on n'est pas là-dedans, parce que c'est Chanel qui fait vivre Elle. C'est Chanel qui permet de payer les salariés de Elle. Donc est-ce qu'on n'a pas aussi un problème fondamental de modèle économique ? Et là, j'avais fait une petite liste parce qu'en fait, il y a des médias qui font des choses bien. Et comme par hasard, c'est les médias indépendants, les médias sans pub. Bon, je trouve plus ma liste, mais je les ai en tête. C'est Street Press qui a sorti cette grosse enquête sur le groupe Facebook de policiers qui déversent des immondices racistes à longueur de temps. Il y a évidemment Mediapart, il y a Ballast, il y a Regard, il y a Arte Radio qui a sorti un documentaire très important sur les violences policières tout récemment. Est-ce qu'il ne faudrait pas complètement repenser en fait la façon dont les médias sont faits ? Je sais pas ce que t'en penses, Jennifer. Oui, complètement. Enfin, c'est un vrai problème. Les annonceurs, les marques qui ont une mainmise sur ces médias et en fait qui les empêchent de pouvoir faire leur travail comme il faut et de pouvoir être les plus indépendants possibles. Et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur le militantisme en tant que journaliste. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis, Siam, parce que je l'avais jamais vu vraiment de cette manière, dans le sens où je trouve que souvent les hommes blancs qui sont par exemple très portés sur la question d'écologie, on leur dit jamais qu'ils sont militants parce qu'on estime que c'est un sujet de société et que c'est totalement normal. Et donc pour moi, tout ce qui est racisme, violence policière, féminisme, sexisme, ce sont des sujets de société. Donc je me suis toujours dit pourquoi je devrais forcément être considérée comme militante quand ce sont des sujets de société comme n'importe quel autre sujet. Et je pense que c'est en ça où l'indépendance en fait peut jouer, parce qu'il y a énormément de journalistes qui ont peur de l'ouvrir, qui ont peur en fait de dire ce qu'ils pensent, parce que justement ils sont dans une mainmise qui fait que si ils commencent à parler, s'ils commencent à dire des vérités, en fait de l'autre côté on leur renvoie à la figure que mais t'es sûr que tu veux dire ça parce que nous en fait c'est nous qui vous donnons l'argent, c'est nous qui faisons en sorte que vous puissiez toujours exister, et donc tu ne peux pas dire des vérités sur les institutions qui pratiquent ces violences mais qui de l'autre côté financent les médias. Et donc c'est vraiment tout communique entre eux. Et en fait c'est vraiment quelque chose où c'est une tentacule, c'est vraiment il y a des bras de partout. Et donc, on coupe un bras, il y a un autre bras qui se crée. Et donc, c'est exactement pour ça. C'est parce que la mainmise est faite des marques. Les marques contrôlent énormément de médias, et notamment la presse féminine. Et donc, à un moment donné, si la presse féminine veut dénoncer quelque chose, mais que la marque en question fait exactement le contraire,
de l'autre côté, elle ne pourra pas dénoncer cette violence. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui n'arrête pas de se perdre dans un tourbillon. Et effectivement, il faut changer le modèle économique, mais il faut aussi peut-être que les marques changent pour qu'en fait, à un moment donné, ces marques qui financent ces médias se disent en fait, c'est la vérité. Et en fait, nous aussi, on va participer à ça. Nous aussi, on va dénoncer ces violences parce qu'elles existent et parce qu'on participe à ce système. Et donc, la vraie solution, c'est de comprendre que tout le monde fait partie du problème. Tous les médias font partie du problème. Il n'y a pas un seul média pour en rattraper l'autre. Et même si l'indépendance peut aider, l'indépendance ne fait pas tout. C'est encore une question d'idéologie, c'est encore une question de parti pris, c'est aussi une question de qu'est-ce qu'on veut dénoncer, pourquoi. Et donc moi récemment, pour les infos générales, je suis pas mal de médias indépendants, mais indépendants dans la moelle. Enfin, c'est vraiment des médias comme Bastamag, quand je vais sur leur site internet, on sait que c'est indépendant parce qu'ils n'ont pas peur de dire les choses. Et donc, c'est l'indépendance financière, mais c'est l'indépendance aussi de parole. Sans qu'on se dise, oula, ce média, il est forcément de gauche, ou ce média, il est forcément islamo-gauchiste, comme on aime le rappeler. Non. C'est-à-dire, il faut arriver à un endroit où on peut dire les choses de manière claire, de manière indépendante, marque ou pas marque. Et donc, les médias féminins, je sais pas où on en sera dans 10 ans. On a eu l'impression d'avoir un petit changement, mais c'est un cycle, hein, tout est un cycle. On a l'impression d'avancer, on fait un pas en avant, on en fait 3 en arrière, parce qu'on se dit c'est bon, j'ai donné ce qu'il fallait, donc maintenant je peux me reposer. Et donc en fait, il faut toujours maintenir, dénoncer, parce que le jour où on arrête de dénoncer, on arrivera à un moment où ces médias vont rester de la sorte et rien ne va changer. Et donc on peut arriver à ce type de couverture qui sont hyper violentes. Pour des personnes qui ont perdu des proches pendant le confinement et qui sont morts du Covid. D'ailleurs, j'en fais partie et je sais que toi aussi. Et à un moment donné, il faut aussi se poser des questions de est-ce que j'ai envie d'être représentée de cette manière par des médias qui sont totalement à côté de la plaque, qui sont totalement hors sol et qui ne comprennent pas ce que je vis. Et à côté de ça, en plus, qui détruisent des budgets de pige, et donc qui empêche aussi des personnes qui pourraient avoir cette force d'esprit de faire autre chose et de proposer autre chose, mais qui du coup ne peuvent pas parce qu'ils sont empêchés par un manque de budget. Donc encore une fois, tout est lié, tout est vraiment lié. C'est comme si c'était une machine qui était impossible d'arrêter. Financier aussi par l'argent. Je me tourne vers toi, Léa, parce que t'es journaliste, mais t'es journaliste économique. Est-ce que cette question du modèle économique des médias, pour toi, elle est centrale pour nos luttes? Ah oui, mais il y a une chose que Jennifer oublie dans son discours, c'est qu'en fait, la responsabilité, c'est aussi la responsabilité des spectateurs, des acheteurs et des gens qui regardent et qui consomment les médias. Si les spectateurs consomment du TF1, si les gens achètent du L, à la fin, ce que ça donne, c'est l'impression qu'il ne faut pas changer, l'impression que ce discours correspond et que ce discours va bien. Et en fait, quand on regarde de l'autre côté des médias plus indépendants comme Bastamag, comme Cosette l'a été à une époque, etc., on voit que c'est des économies qui sont beaucoup plus fragiles parce que il n'y a pas de source de revenus, etc. Et pour faire notre métier, il faut une source de revenus fixe. Pour faire notre métier, il faut avoir les conditions de partir en reportage quand c'est nécessaire, d'enquêter, de vérifier les infos. Et tout ça, ça passe aussi pour moi par une responsabilité qui est celle aussi du consommateur de médias. Et c'est pour ça que, voilà, là, on a des gens qui nous écoutent. Cet été, sur la plage, achetez des médias qui vous parlent et qui portent une vision du monde et qui représentent les gens dont vous avez envie de lire les vies, le quotidien. Et je pense que ce truc-là, il est important aussi. Et sur l'indépendance, alors, moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que finalement, même si, alors c'est vrai qu'il y a une grosse concentration médiatique dans les mains de grands groupes et de milliardaires en France, hein. Mais finalement, le fait on conserve heureusement une pluralité et l'émergence du podcast rajoute une pluralité à toutes ces voix qui s'additionnent les unes les autres. Ben, ce que ça fait, c'est quand un média de droite possédé par tel ou tel groupe se tait sur quelque chose, un autre média de gauche va pouvoir le dénoncer. Quand un média n'ose pas dire quelque chose parce qu'il a tel ou tel groupe comme annonceur, un autre peut le faire. On a encore cette chance-là et je pense qu'il faut jouer dessus aussi.
Pour la presse féminine, c'est quand même un peu particulier parce que pour le coup, les marques détiennent quand même une grosse partie des annonceurs. Et elles annoncent dans tous les magazines. Donc, quand on a un problème avec, quand il y a une polémique raciste de Dolce & Gabbana en Chine, il y a très très peu de médias qui peuvent vraiment le couvrir. Et donc, c'est ça le problème, c'est que je suis d'accord avec toi, je pense que il y a une pluralité des médias, mais il se trouve qu'il y a quand même des sujets qu'on n'aborde pas parce que c'est impossible. Parce que dans tous les cas, il y aura une marque qui sera concernée d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça le problème. Moi, j'avais 2 propositions de solutions. J'aurais que chacune votre tour, vous me donniez en quelques mots votre avis sur ces solutions. Est-ce qu'on impose des quotas, Siam? Dans les médias? Ouais. Je sais pas, dans le sens où, encore une fois, pour moi, en fait, j'ai commencé par exemple à faire les études sur les statistiques, des statistiques sur la représentation à la télé des personnes non blanches. Bon, ma seule inquiétude, c'est que dire par exemple, il faut 30%. Bon, déjà, on n'a pas de statistiques ethniques nationales, donc il n'y a pas de population étalon. Sur quoi on va se baser pour dire, il faut quoi, 30%, 40% de non blancs à la télévision? Le seul problème, c'est qui les non blancs qu'on va ramener? Qui sont les non-blancs qu'on va ramener pour parler de nos sujets? Par exemple, si sur la police, on ramène un syndicaliste, il y en a de plus en plus, des syndicalistes policiers non-blancs. À quoi ça nous sert, nous, sur la question des violences policières? Comment ça fait avancer le débat? Comment est-ce que ça fait évoluer le débat? Si le but, c'est de ramener Zineb El Razoui, Mohamed Sifawi, Linda Kebab, Abdoulaye Kanté, etc., à quoi ça nous sert? Ça ne va rien faire avancer, et c'est ce qui va se passer. La réalité, c'est que c'est ce qui va se passer puisque jamais les dominants n'abandonneront la manière dont les médias les aident à construire cette vision du monde, à criminaliser certaines populations et puis à asseoir finalement leur légitimité, leur pouvoir et à préserver leur domination. C'est ça la réalité. Donc je suis pas sûre oui, pourquoi pas sur les quotas, mais pourquoi pas? Ça ne règle pas les questions fondamentales. C'est peut-être une avancée, mais ça ne règle pas. Ce qui est sûr, ce qui fait avancer, et ça de manière cyclique, et à chaque fois dans l'histoire, ce qui a toujours fait avancer les choses, c'est les rapports de force. C'est les rapports de force. Que ce soit dans les médias, vis-à-vis des politiques, vis-à-vis des institutions, etc. et tout, c'est les rapports de force. Et on le voit là, rien sur les violences policières, ces dernières semaines, la manière dont ça a évolué. La manière dont ça a évolué. Entre le meurtre de George Floyd et la manière dont il a été traité par les médias français, ce qui s'est passé dans la rue, notamment sous l'impulsion du comité Adama et d'autres collectifs de lutte contre les violences policières, l'implication de journalistes, de chercheurs, etc. Bref, ce sont les rapports de force qui, tout le temps, font avancer les choses. Donc, c'est pour ça que ça repose aussi beaucoup sur notre capacité à faire du bruit, sur notre capacité à demander du changement, sur notre capacité à créer du changement et à accompagner aussi les acteurs de changement. Et il y a un truc très clair sur les médias, c'est qu'ils commencent à bouger quand ils se sentent en concurrence. Et c'est pour ça que et notamment, c'est ce qu'ont apporté les réseaux sociaux. Je veux dire, nous, on a vu sur la question du racisme, la manière dont les réseaux sociaux ont accéléré le processus de changement. C'est-à-dire que avant, les médias, ils pouvaient se délecter et se contenter de la manière dont ils produisaient l'information et du peu qu'ils donnaient. Maintenant, ils sont en concurrence avec des gens qui, de n'importe où, peuvent prendre leur téléphone et commencer à raconter une autre version de l'histoire, à développer une contre-narration, à apporter d'autres éléments. Et ils doivent apprendre à composer avec ça. Et ça leur met la pression, puisque finalement, des fois, on fait bien plus de vues qu'ils pourraient faire en une semaine, et en apportant d'autres visions du monde et d'autres choses. Donc, ce qu'il faut renforcer, à mon avis, vraiment, plus qu'autre chose, c'est ça, c'est l'aide à ces voix et à ces médias très, très, très indépendants. Moi, je suis très critique même vis-à-vis des médias indépendants qui, pour moi, participent quand même du problème. En tout cas, certains qui ont été cités. Mais bon, j'ai un regard trop acéré. Mais bon, bref. En tout cas, voilà. Aider, amplifier les voix de ces organisations, de ces journalistes indépendants, de ces militants, puisque on ne remerciera jamais assez les militants, quels qu'ils soient d'ailleurs, antiracistes, féministes, etc., et ce qu'ils apportent au combat, puisque ça vient toujours de là. Ça vient toujours de là, il faut se le dire. Ça vient toujours de là. Donc vraiment, amplifier les voix de ces organisations et de ces structures, c'est ce qui permettra de maintenir le rapport de force.
C'est les militants et les militantes influencent les journalistes. Enfin, moi, Bien sûr. Je porte ce que je porte, je dis ce que je dis grâce aux militantes, grâce aux militants qui m'ont éduquée, que j'ai lu, que j'ai suivi, qui m'ont interpellée, etc. Et t'as raison, Siam, de le rappeler. Alors, du coup, j'ai formulé ma question différemment parce que ma deuxième option, c'était les réseaux sociaux, l'interpellation sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, je vais boucler les deux. Quotas et réseaux sociaux. Est-ce que c'est des bons outils pour toi, Jennifer? Alors, les quotas, je suis contre. Parce que je pense que ça va vraiment rien changer. En revanche, il y a quelque chose dont on ne parle pas assez, c'est qu'il faut changer les chefs. C'est ça qu'il faut changer. Il faut changer les rédacteurs en chef, les chefs de rubrique, les patrons. Et encore une fois, on aura peut-être des personnes dont l'idéologie est beaucoup plus proche de celle qui est prônée par la blanchité. Mais il n'empêche qu'à un moment donné, quand il y a une personne qui est décisionnaire dans un média, dans une organisation, elle peut changer les choses beaucoup plus facilement que quand il y a juste une personne qui est recrutée pour la visibilité, pour faire joli, parce qu'on veut un peu plus de diversité. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand on voit comment certains sujets sont traités et comment certains sujets sont validés et passés et publiés, ou même parfois en print, et donc c'est trop tard pour changer, c'est parce qu'il y a un chef quelque part, ou une chef, qui ne s'est pas dit qu'il y avait un problème. Il y a quelque part une personne supérieure qui a validé la chose et qui du coup a laissé passer une erreur et qui du coup a laissé passer un stéréotype et ainsi de suite. Et donc à partir du moment où on va commencer à avoir de plus en plus de rédacteurs en chef qui viennent de milieux différents, qui soient racisés, noirs, de milieux sociaux différents, de banlieues, où vous voulez, vous allez voir un petit changement. En tout cas, j'espère. Pourquoi ? Parce que du coup, les sujets qui seront priorisés seront différents, les sujets qui seront validés seront différents, et ainsi de suite. Et de la même manière qu'on a pu voir des femmes qui ont commencé à prendre un peu plus d'ampleur sur les questions des violences sexistes, on a vu un changement. On a vu la manière en fait, dont ça a été traité. Et je pense que ça, c'est essentiel. C'est que les quotas, mettre un noir, une personne d'origine maghrébine, une personne asiatique, peut-être que ça peut changer quelque chose, mais tout ça, c'est juste de la représentation. Tout ça, c'est pour la photo de classe, pour se dire, bon, il n'y a pas que des blancs dans la rédaction. Mais qu'est-ce que ça change derrière ? Est-ce que cette personne a la voix, elle a une voix qui compte dans la rédaction ? Est-ce que cette personne peut aller toquer à la porte du PDG pour dire, oula, moi, je commence à en avoir marre de ce qui se passe au sein de ma rédaction ? Non. Par contre, les chefs sont beaucoup plus proches des personnes, en fait, qui décident. Et je pense que ça, c'est vraiment essentiel, c'est qu'il faut qu'on commence un peu à renouveler les visages et qu'on commence un peu à changer les personnes qui dirigent les médias dont on parle depuis tout à l'heure. Et les réseaux sociaux, bien évidemment, ça, c'est un outil incroyable. Et on peut dire ce qu'on veut sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de mauvais, mais il y a aussi beaucoup de bons. Et clairement, ces dernières années, c'est ça qui a changé la donne. Et c'est vraiment grâce aux réseaux sociaux que des médias, même si c'est par opportunisme, ont décidé de changer, ont décidé de s'intéresser à des sujets qu'ils savaient qu'ils allaient vendre. Parce qu'à un moment donné, c'est aussi ça le nerf de la guerre, c'est l'argent. Quand un sujet peut rapporter du clic, quand un sujet peut rapporter de l'argent, vous inquiétez pas qu'on va s'intéresser à ce sujet. Et donc là, en fait, ce qui se passe en ce moment aussi par rapport aux questions d'antiracisme et de violence policière, ne croyez pas qu'un journaliste de tel ou tel média s'est réveillé un matin et s'est dit « Oh, et si j'ai envie d'écrire sur les violences policières parce que c'est intéressant ». Mais pas du tout. C'est parce que ça résonne sur les réseaux sociaux. C'est parce que tout le monde en parle. C'est parce que les jeunes se sont déplacés aux manifestations. C'est parce que les jeunes commencent à prendre la parole sur le sujet et les jeunes, ce sont leurs prochains clients. C'est eux, en fait, qui sont en train de faire la pluie et le beau temps dans l'avenir des médias, dans l'avenir de la société. Et donc, à partir du moment où ils sont visibles, à partir du moment où on peut parler, à partir du moment où on peut avoir des outils, où n'importe quel citoyen lambda peut avoir cet outil pour dénoncer quelque chose, ça change tout. Et je pense qu'il faut vraiment amplifier ça. Et comme tu disais, Siam, il faut amplifier les voix des personnes qui se battent au quotidien, des militants, des activistes, de ceux qui inspirent justement les journalistes à changer, en tout cas un minimum, ou à faire semblant de changer. Mais il faut vraiment amplifier ces voix-là. Et j'ai envie vraiment de dire aux personnes, là vous êtes 237 personnes,
Ça a été un peu à la mode cette semaine et la semaine dernière de poster à la fois que ce soit des carrés noirs, que ce soit des choses sur les réseaux sociaux pour soutenir. Ça, il faut que ce soit tous les jours. Il faut que ce soit pendant toute l'année. Il faut pas qu'on se mobilise que quand il y a un problème. Il faut pas qu'on se mobilise ou quand on se dit oula, je sens que c'est un peu le truc du moment, donc je le fais moi aussi. Il faut participer tous les jours. Il faut donner de l'argent aux organisations pour qu'elles puissent continuer à faire leur travail correctement. Il faut soutenir les médias indépendants et il faut soutenir les personnes qui ont une voix. Et ça, c'est essentiel. Il faut que ce soit toute l'année. Parce que là, même par rapport à la semaine dernière, je peux voir que ça a baissé. On voit que là, les personnes sont retournées en terrasse, comment ça. Et c'est pas grave, c'est bien aussi. On peut pas faire ça tous les jours, on peut pas faire que ça. C'est bien aussi de faire des pauses. Mais il faut qu'on prenne conscience du problème, il faut qu'on prenne conscience du racisme systémique et il faut qu'on prenne conscience de ça tous les jours. Il faut vraiment que toutes les organisations, que ce soit les féministes, les écolos, les antiracistes, en fait, communiquent entre elles parce que c'est un combat pluriel, c'est un combat commun. Et il faut que les journalistes prennent ça en compte dans leur couverture de la société parce que c'est essentiel. Et le monde d'après, en fait, il se situe là. C'est le monde d'après, c'est pas 4 hommes blancs qui vont me raconter des choses que je comprends pas. Le monde d'après, c'est vraiment, c'est ça, en fait. C'est ce qui se passe en ce moment. Donc, j'espère que ça va durer. Merci beaucoup, Jennifer. Léa? Alors, moi, je vais prendre le contre-pied de tout le monde, du coup. Donc, moi, je vais dire pour les quotas. Évidemment, les quotas sont un mal pour un bien. C'est une partie de la solution au problème, mais ce sera jamais la solution. Donc déjà, il faut savoir que Prenons la Une, on est plutôt dans une perspective où on essaye quand même, en plus de politiser, mais aussi de convaincre les directions des rédactions, d'aller leur parler pour leur donner envie de changer, de leur faire signer des chartes, comme on avait fait sur le vocabulaire pour parler des violences conjugales faites aux femmes. Et c'est vrai que, par ailleurs, moi, je suis journaliste dans un magazine qui s'appelle Challenge, et donc il y a un magazine plutôt très traditionnel, plutôt plutôt de la presse, de ce qu'on pourrait décrire comme les dominants. Donc moi, je suis plutôt pour une position d'entrisme qui ne suffit pas, qui ne peut pas être la seule position, mais qui pour moi fait partie de la mosaïque des outils que l'on peut utiliser. Donc oui, pour les quotas de femmes, les quotas de femmes à la télévision, les quotas de femmes dans les débats, dans les sujets d'information, à l'écrit, etc. On a beaucoup défendu avec Prenons la Une le guide des expertes, donc c'est-à-dire un outil qui recense toutes les femmes diplômées du supérieur ou présidents d'associations qui ont une expertise sur un sujet et qui sont d'accord pour aller s'exprimer dans les médias. Et je propose qu'on fasse la même chose, et on propose à Prenons la Une qu'on fasse la même chose pour les éditorialistes. Pourquoi pas un guide des éditorialistes où là-dedans, il y aurait des femmes, des personnes racisées, des personnes très différentes que toujours ces mêmes hommes blancs que l'on voit partout à la télévision, partout à la radio, pour, dans les débats, en fait, qu'il y a un peu de fight, parce que à l'heure actuelle, à part Rokhaya Diallo qui va au KSPIP assez régulièrement, finalement, on a des gens qui ont des opinions qui varient de ça à ça, quoi. C'est assez léger. Et moi, je pense que ça aurait du sens. Sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est aussi intéressant de voir, d'ailleurs, Prenons la Une a été très pionnière, sur cette interpellation des médias. C'est quelque chose que l'association fait depuis 2014-2015. Ouais. On peut faire changer un titre. On peut faire changer un titre. On peut faire changer une description, par exemple, dans les affaires d'agression. Par contre, si on interpelle sur un titre sexiste ou un titre qui fait une blague sur un féminicide, comme on en trouve malheureusement quotidiennement dans la presse, les médias maintenant réagissent. Il y a quand même cette espèce de faculté aussi de faire levier. Alice Coffin en parle d'ailleurs très bien aussi. Ça, c'est quelque chose auquel tu crois aussi, Léa? Oui, moi je crois que tous les moyens d'action sont bons. C'est-à-dire que les moyens d'action les plus militants, comme les moyens d'action les plus on va travailler main dans la main, tous les moyens d'action sont bons pour essayer de faire bouger ces médias, et principalement parce que justement on est encore dans des positions de semi-outsider en fait, et que voilà. Ouais. J'étais en train de parcourir les questions, et finalement on m'a répondu à pas mal au cours de la conversation. Il y a une question intéressante concernant la liberté d'expression, où parfois on va avoir un discours extrêmement raciste ou homophobe ou sexiste qui va s'exprimer à la télévision. Il va y avoir évidemment une levée de bouclier sur les réseaux sociaux, peut-être un hashtag qui va émerger, et on va nous répondre oui, mais c'est la liberté d'expression. Comment répondre? Alors, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va pas, mais
Qu'est-ce qui va pas dans ce discours? Siam, je te vois réagir en souriant. C'est que c'est l'usage qui est fait de la liberté d'expression. En fait, c'est que la liberté d'expression, elle est toujours utilisée pour défendre la liberté d'expression des dominants. En fait, c'est ça ce que ça veut dire la liberté d'expression, notamment dans la manière dont elle est utilisée par les médias. Ce dont on parle quand on parle de la liberté d'expression, c'est de la liberté de pouvoir dire ce qu'on veut sur les groupes dominés. En revanche, quand nous on prend la parole, là ça bafoue toutes les règles possibles. On est catégorisé de tout. Voilà, enfin je veux dire islamiste, indigéniste, on est anti-France, anti-tout. Nous on est anti-tout. Mais c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que les arguments de liberté d'expression et même on le voit, les arguments de liberté, d'égalité, de fraternité, etc., de laïcité, tels qu'ils sont utilisés, tous ces concepts-là, très souvent, ils sont utilisés pour disqualifier les paroles contestataires, finalement, les paroles qui ne vont pas dans le sens de l'idéologie dominante, pour les disqualifier et pour les marginaliser. C'est de ça qu'on parle. Donc, par exemple, là, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup sur la question raciale. Quand aujourd'hui on parle du racisme dans la police, quand aujourd'hui on parle des propos racistes, des pratiques racistes de la population française, ce qu'on nous répond, c'est mais ils importent un discours qui vient des États-Unis, où ils racialisent le sujet, où ils essayent de diviser la France, etc., etc. Tout ça, ce sont des techniques pour noyer le poisson et empêcher la remise en cause de l'ordre établi. Donc c'est exactement la même chose qui se passe avec la liberté d'expression. La liberté de qui pour dire quoi? Très souvent, c'est la liberté des dominants pour insulter et criminaliser les dominés. Bon, voilà. Il y a une question qui vient il y a au moins 2 ou 3 étudiants en école de journalisme qui demandent des conseils pour faire émerger ces questions au sein des rédactions. Je sais pas, je me tourne peut-être vers toi, Jennifer. Comment on convainc une rédaction de prendre un papier qui parle d'antiracisme? Quels sont les conseils que tu peux donner à ces jeunes? Déjà, le mot qui me dérange à chaque fois, c'est convaincre. En fait, pourquoi on devrait convaincre de parler de ces sujets-là? C'est un problème. Je pense que c'est l'une des tactiques, c'est même pas une tactique, mais ce que je répète souvent, c'est que ce sont des sujets de société, comme n'importe quel autre sujet. Donc, quand je dis que je suis journaliste culture et société, ça rentre dedans, en fait. Si j'ai envie de parler de racisme ou de violence systémique, ça rentre dans ces sujets-là. Et donc, je pense que c'est important, en fait, de prendre les gens à leur propre jeu en disant, tu m'as dit que je pouvais parler de sujets de société, c'est un sujet de société, je vois pas pourquoi ce serait le contraire. Et je pense qu'il faut aussi amener ça petit à petit. Donc parfois, ça peut être par le cinéma, par les séries, par la culture. Puis d'un coup, ça commence à devenir un peu plus gros. Et d'un coup, on a envie de faire une enquête pour démanteler un réseau raciste, je sais pas moi, au hasard dans la police. Et je pense que c'est aussi comme ça, en tout cas quand on débute, qu'on peut commencer à placer ce type de sujet pour que ça devienne quelque chose de normal et de plus exceptionnel. Après, encore une fois, la question c'est de se dire pourquoi on devrait convaincre et pourquoi c'est pas quelque chose de juste naturel. Et donc, c'est aux chefs aussi de changer et de se dire que ce sont des sujets aussi importants, c'est aussi important de les couvrir que le reste. Et l'un des trucs aussi qui va pas du tout dans la plupart des médias, c'est cette question d'universalisme. C'est qu'en fait, on ne veut pas reconnaître les différenciations liées à des identités, liées aux différentes religions, liées aux différentes populations, aux milieux sociaux. Et tant qu'on aura ce concept qui sera prédominant dans notre langage, dans la manière dont la France en fait se présente au monde, il y aura un problème. Et donc il faut vraiment démanteler en fait cette notion d'universalité pour comprendre que oui, je peux m'intéresser à ce sujet, je peux proposer ce sujet parce qu'en fait tout le monde n'est pas pareil et en fait je m'intéresse à cette frange de la population qui n'est pas pareille que cette autre frange. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont moins français ou qu'ils sont moins importants, c'est juste qu'en fait ils ne sont pas d'un même univers. On n'est pas dans une société universaliste. Et je pense que c'est vraiment à partir de là qu'on pourra avoir ce genre de conversation, c'est quand les écoles de journalisme
parleront de ces sujets-là et n'en feront plus en fait des sujets rares, des sujets exceptionnels, des sujets militants. Non, ce sont des sujets de société qu'il faut prendre à bras le corps. Et donc, parlez à vos profs. Hein. Voilà. Ouais, sur cette question, peut-être deux choses. C'est qu'on a tendance à faire, par exemple, du racisme un sujet, comment dire, en fait, pour le traiter, les gens pensent qu'il faut faire des articles sur le racisme en tant que tel. Mais en fait, à partir du moment où on considère que le racisme, c'est un problème structurel et qui traverse tous les champs de la société, en vrai, ça devrait être traité partout. Il y a des problèmes de racisme dans la santé, dans les possibilités d'accès aux soins, dans la manière dont on accède aux soins, etc. Il y a ce qu'on appelle le racisme environnemental. Il y a du racisme en fait, c'est simple. Nous, on dit du berceau à la tombe. De la petite enfance, de la manière dont tu accèdes à la crèche même jusqu'à ton enterrement. Du coup, l'une des manières aussi de parler de ces sujets-là, c'est de ne pas les restreindre à des sujets à proprement parler sur le racisme, mais de parler des populations qui vivent ces discriminations structurelles partout où c'est possible. Un exemple concret. On a vu durant l'épidémie du coronavirus les difficultés liées aux enterrements et notamment aux participations aux enterrements, etc. Les musulmans, durant cette période, ont été touchés à un double titre. Enfin, c'était vraiment une double peine. D'une part, parce que on le sait, les quartiers populaires ont été beaucoup plus touchés. Ils étaient beaucoup plus vulnérables que le reste de la population pour des raisons liées à plein de choses, et notamment aux discriminations, aux inégalités territoriales et sociales. Et en même temps, ce sont des territoires dans lesquels vivent beaucoup d'immigrés, et qui donc, quand ils décèdent, souhaitent être enterrés, rapatriés, être enterrés dans leur pays d'origine. Et là, vu que les frontières étaient fermées, ce n'était pas possible. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de carrés musulmans en France. Et du coup, il y a des familles qui se sont retrouvées à chercher à faire des pieds et des mains pour trouver où enterrer leurs proches, et qui ont galéré des jours et des jours. Et en fait, c'est simple. Pensez juste à inclure. C'est-à-dire que quand on pense à un sujet enterrement, où sont enterrés les gens? Comment les gens vivent le décès? Et ben du coup, il n'y a pas besoin d'attendre de faire un sujet sur les musulmans. En fait, les intégrer dans ça. Quand tu penses à comment sont enterrés les gens, et ben tu penses à tout le monde. Et du coup, tu dis, mais attends, c'est vrai, il y a un nombre de décès important dans les quartiers populaires. Comment est-ce que les gens vivent ça dans les quartiers populaires, etc. Et en fait, tu l'inclus. Et la deuxième chose, et là, c'est une manière de normaliser encore plus les non-blancs. C'est-à-dire que, par exemple, sur la question des femmes voilées, on attend d'avoir des sujets sur le burkini ou le hijab décathlon ou je sais pas quoi pour parler des femmes voilées, pour l'entendre parler, pour leur donner la parole. En fait, une manière très simple, ce que peuvent faire les journalistes, c'est de les inclure partout où elles sont. Et donc, par exemple, il y a un sujet sur, pareil, l'épidémie du coronavirus, faut interroger des médecins. Et au lieu d'aller interroger que des médecins blancs, aller interroger les médecins qui existent en fait, et notamment il y a des médecins noirs, il y a des médecins arabes, il y a des médecins femmes qui portent le voile, etc. et tout, et on n'attend pas d'elles. En fait, c'est-à-dire qu'on ne les aborde pas, on n'aborde pas ces personnes toujours du point de vue du problème finalement que construisent les médias, toujours du point de vue de la racialisation, toujours du point de vue de la criminalisation, etc. Mais pour ce qu'elles sont et ce qu'elles font au sein de la société. Et ça participe aussi à construire un autre monde finalement, à donner autre chose à voir et à entendre. C'est des petites choses simples, mais qui permettent d'aborder les choses d'une autre manière. C'est très juste, et je pense que les étudiants journalistes qui sont en train de t'écouter, étudiants et étudiantes, tu fais un travail important pour elles et eux aujourd'hui. Léa, prenons la une, échange beaucoup, notamment sur le sexisme avec les écoles de journalisme, mais c'est compliqué. On en est où? Est-ce que c'est des questions, par exemple, on a la proposition de faire entrer des modules sur les discriminations sexistes dans les écoles de journalisme. Je pense que la proposition pourrait être la même sur le racisme systémique. Est-ce qu'on est entendu sur ces questions-là? Est-ce que c'est possible d'aller intégrer ce vivier de formation des journalistes? Et évidemment, tout se joue là. Il y a un vrai progrès sur les écoles de journalisme. Là, il y en a presque, je sais plus si c'est 80 ou 90% des écoles de journalisme reconnues qui ont accepté, soit que nous, prenons la une, intervenions pour parler de sexisme dans les médias, soit fait des modules spécifiques avec des universitaires qui étaient rattachés à leurs écoles et qui traitent de ces sujets-là. Donc là, il y a un vrai progrès. L'autre chose que je remarque, et on l'a vu cette année, c'est qu'il y a
un croisement avec les questions LGBT dans les médias. Donc, c'est-à-dire, par exemple, là, on est intervenu il y a 2 mois à l'école de journalisme de Tours avec un journaliste de l'association pour les journalistes LGBT, et donc on a pu traiter du genre et du sexisme en même temps. Je ne crois pas à l'heure actuelle qu'il existe la même chose pour le racisme dans les écoles de journalisme, et la question se pose, et il faut rappeler que pour nous ça a été un combat, parce qu'au tout début, quand on a dit on veut parler de sexisme dans les médias, et vous l'avez vu là comment je m'exprime, c'est-à-dire on s'exprime avec des chiffres, on s'exprime avec le minimum de ressenti et le maximum de choses objectivées sur qui prend la parole, quand, comment, combien il y a de femmes journalistes dans la profession, pourquoi est-ce qu'elles sont dans des positions inférieures, il y en a que 17% qui sont dans les directions de rédaction, il y en a 53% qui constituent les troupes des pigistes. Voilà, des choses comme ça qui pour moi me paraissent incontestables, et des faits, des choses comme ça, les écoles nous ont dit au tout début, 1 ou 2 écoles nous ont dit mais ça c'est du lobbying, ça si on accepte votre truc, à la fin on prend l'Opus Dei et on prend la Fondation Le Jeune. Et c'est vrai que c'était choquant pour nous d'entendre ça à l'époque, parce qu'on n'avait pas du tout l'impression qu'on était là-dessus. On avait au moins l'impression que même s'ils pouvaient remettre en question notre objectivité, il y avait un exercice de sensibilisation qui est bien nécessaire, que chaque étudiant, et j'espère que sur les questions de racisme, le même schéma pourra se produire, et que vous n'allez pas vous retrouver face à un mur de nouveau. On ne peut pas parler de ça parce que c'est un lobby comme un autre. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, la poudre? Siam, t'es inspirée? Non, là tout de suite, je sais pas. Je passe mon tour. Je réponds après. Je réfléchis. D'accord. Jennifer, t'es inspirée? Je pense que je dirais, elle est à réinventer en fait la poudre, parce que comme on dit de l'expression elle ou il n'a pas inventé la poudre, je pense qu'en fait il y a tout à réinventer en 2020, et c'est ça que ça m'inspire, c'est que tout est à faire, tout est à déconstruire, à remettre à plat, et il faut repartir à zéro, quoi. Il faut réinventer la poudre. Voilà. C'est pas mal, c'est la première fois qu'on sort cette expression. Léa, t'as une inspiration? Pour moi, ce serait un peu la poudre aux yeux, et puis la poudre comme une espèce d'explosion quand on souffle dans de la poudre à maquillage, tu sais. J'ai l'impression qu'en ce moment, ça pète de partout. Il y a eu MeToo, la lutte antiraciste aujourd'hui, et j'espère que ça va continuer à se répandre comme ça. Comme une traînée de poudre. Siam, toujours pas? Tu sais, j'allais dire un truc, comme je travaillais cet après-midi sur la polytoxicomanie. Quand t'as dit la poudre, la première chose à quoi ça m'a fait penser, c'était à la cocaïne. Donc, je suis pas sûre que ça... voilà, chacun c'est. Mais du coup, non, je vais rejoindre Léa et Jennifer et abonder en leur sens, parce que je t'avoue que là, à part la toxicomanie, ça fait référence à ça. Désolée, j'ai trop travaillé sur ça aujourd'hui. Merci à vous toutes et tous qui avez assisté à cette table ronde. Merci du fond du cœur aussi à Eve et Marine qui ont fait un formidable travail d'interprétation à LSF de la table ronde. En plus, on a parlé vite, on était nombreuses, donc vraiment merci 1000 fois. Merci en tout cas 1000 fois à toutes les 3. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à Siam Asbag, Léa Lejeune et Jennifer Padjemi d'être venues faire parler la poudre avec moi. La poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Merci à Aurore Meyer-Mailleux pour la réalisation, à Gaïa Marty pour la programmation, la prise de son et le reste. Au mixage aujourd'hui, Marion Emery. Merci à Bonnie Banane pour sa chanson dans le générique. Merci à vous pour l'écoute. On se retrouve sur Internet, Instagram, Twitter, Facebook. La poudre est partout. Si vous avez des réflexions, des compliments ou des critiques à faire, n'hésitez pas, j'adore ça. Ah, j'allais oublier, pour lire les mêmes livres que moi, allez sur le site La Poudre lit. Vous connaissez la suite, prenez soin de vous et continuez de faire parler la poudre.